Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine demande une plus grande représentation des pays en développement au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine demande à ses entreprises de livraison de baisser leurs frais de commission afin de réduire les coûts d'exploitation pour les restaurateurs mis en difficulté par la pandémie de Covid-19. 17 personnes ont été tenues responsables et sanctionnées pour l'affaire de la femme enchaînée filmée dans la province du Jiangsu. À la fin de notre journal, direction le musée des arts modernes pour l'exposition événement sur le Petit Prince. Le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, estime que la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait inclure davantage de représentation et de voix des pays en développement, ceci afin de leur permettre d'avoir plus d'opportunités de participer à la prise de décision. Wang Yi a fait ces remarques lors d'une réunion avec la Qatarienne Alia bint Ahmed Al Thani et le Danois Martin Bill Herman, co-président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité via une liaison vidéo depuis Pékin. Wang Yi a déclaré que la réforme devrait adhérer aux négociations intergouvernementales. Il a ajouté qu'elle devrait être menée par les États membres de l'ONU, refléter leur consensus et être acceptés par eux. Les coprésidents ont déclaré qu'ils appréciaient les efforts de la Chine pour sauvegarder le multilatéralisme et renforcer le rôle de l'ONU. Ils ont réaffirmé qu'ils continueraient à négocier avec tous les États membres pour faire avancer le processus de réforme. En Chine, les autorités veulent que les coûts d'exploitation soient moins importants pour les restaurateurs impactés par la pandémie et demandent aux entreprises de livraison de baisser leurs frais de commission. Les autorités chinoises ont demandé aux entreprises spécialisées dans la livraison de repas de prélever une commission moins élevée auprès des commerces avec lesquels elles collaborent. La Commission nationale du développement et de la réforme chinoise, ainsi que 13 autres organismes du gouvernement, ont ainsi expliqué qu'ils allaient guider les plateformes de livraison afin qu'elles réduisent les frais facturés aux restaurateurs. L'objectif est de réduire les coûts d'exploitation pour ces derniers qui ont été mis en difficulté par la pandémie de Covid-19. D'ailleurs, Pékin a également ordonné aux entreprises concernées d'accorder des remises préférentielles périodiques aux restaurateurs dans les villes où le virus a fait des dégâts récemment. En effet, les mesures chinoises pour freiner la pandémie au cours de l'année écoulée ont conduit à un renforcement des règles de distanciation sociale et à des fermetures dans certaines villes, ce qui a directement nui au secteur de la restauration. Meituan, dont l'un des actionnaires principaux est Tencent, a ainsi vu son action à la bourse de Hong Kong chuter de plus de 15% suite à cette annonce. Et les.me, service de livraison de nourriture appartenant à Alibaba, a quant à lui baissé de près de 4%. Le gouvernement souhaite mieux réguler ces big tech tout en mettant en avant la prospérité commune. Meituan a déjà fait les frais de cette régulation en écopant d'une amende de 456 millions d'euros pour avoir obligé les restaurateurs à utiliser exclusivement la plateforme. En automne dernier, par ailleurs, les autorités ont demandé aux plateformes de livraison d'améliorer les conditions de travail des livreurs. Ainsi, Meituan et Alibaba ont commencé à offrir aux conducteurs des casques connectés dotés de fonctions de commande vocale afin qu'ils n'aient plus besoin de consulter leur téléphone pour se repérer. Les plateformes ont également assoupli les détails de livraison pour les conducteurs. La Chine n'est pas le seul pays à vouloir réguler la gig économie, c'est aussi le cas de l'Europe, qui a d'ailleurs déposé une proposition de directive au mois de décembre dernier visant à salarier les livreurs et chauffeurs de plateformes telles que Deliveroo ou encore Uber. Parlons maintenant d'une vidéo qui a fait beaucoup parler la presse, celle d'une femme chinoise enchaînée filmée dans la province du Jiangsu qui aurait été kidnappée puis vendue à un homme avec qui elle a eu 8 enfants. Elle suscite l'indignation dans toute la Chine. Les autorités provinciales ont annoncé mercredi 23 février que 17 personnes ont été tenues responsables.
3 personnes, dont le mari, ont été arrêtées après la découverte d'une femme enchaînée dans l'est de la Chine, dans la province du Jiangsu, ont annoncé mercredi 23 février les autorités, précisant que 17 fonctionnaires locaux avaient aussi été sanctionnés. Les images, fin janvier, de cette mère de famille en grande souffrance psychologique, enchaînée par le cou dans une grange de la province du Jiangsu, ont causé une vive émotion en Chine après leur diffusion en ligne. La femme, mère de 8 enfants, qui souffre de schizophrénie, a été hospitalisée. Dans un communiqué, les autorités provinciales ont annoncé que le mari, du nom de Dong, avait été formellement placé mardi 22 février en état d'arrestation avec 2 autres personnes. Selon les autorités, la femme âgée de 55 ans a été vendue à plusieurs reprises, dont une fois en 1998, après avoir été enlevée dans son village du Yunnan, à quelques 2000 km du lieu où elle a été découverte. Une enquête est en cours à l'encontre de 6 autres personnes soupçonnées d'avoir participé à ce trafic. 8 fonctionnaires ont été démis de leurs fonctions et 9 autres sanctionnés à des degrés divers selon l'administration provinciale. Le Conseil des affaires d'État de la Chine a publié un plan pour le développement du système national des services de soins aux personnes âgées pendant la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025, dans sa dernière étape pour mettre en œuvre une stratégie nationale visant à faire face au vieillissement de la population. Le plan précise les principaux objectifs et tâches pour la période quinquennale, notamment l'expansion de l'offre de services de soins aux personnes âgées, l'amélioration du mécanisme de soutien sanitaire aux personnes âgées, ainsi que la progression du développement innovant et intégré des modèles de services. Le document énumère 9 indicateurs principaux, tels que le nombre de lits de soins pour personnes âgées et le taux de lits de soins infirmiers pour les institutions de soins pour les personnes âgées, afin de mobiliser l'ensemble de la société pour répondre activement au vieillissement de la population. Les tâches détaillées comprennent le renforcement du filet de sécurité pour les services de soins aux personnes âgées, l'élargissement de la couverture des services inclusifs, le développement de l'économie des seniors et la sauvegarde des intérêts légitimes de la population vieillissante. Airbus a livré un total de 142 avions commerciaux sur le marché chinois en 2021, a déclaré mercredi 23 février Airbus China. La Chine est restée le plus grand marché d'Airbus parmi les pays du monde. Les livraisons d'avions commerciaux dans ce pays ont représenté plus de 23% des livraisons mondiales d'Airbus en 2021, selon Airbus China. Le volume des livraisons marque également une augmentation annuelle de plus de 40% par rapport à ses livraisons sur le marché chinois en 2020. Sur les 142 avions commerciaux livrés sur le marché chinois, 130 sont des avions à couloir unique et 12 sont des gros porteurs. À la fin de l'année dernière, environ 2100 avions commerciaux d'Airbus étaient en service sur le marché chinois de l'aviation civile. Dans le même temps, plus de 330 hélicoptères Airbus étaient en service sur le marché chinois, selon les données d'Airbus China. Le président chinois Xi Jinping a adressé mardi 22 février un message de sympathie à la reine Elisabeth II d'Angleterre, positive au Covid-19, en lui souhaitant un prompt rétablissement. Dans son message, il dit attacher une grande importance au développement des relations sino-britanniques et être disposé à travailler avec la partie britannique pour voir dans le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et bilatérales au niveau ambassadorial l'opportunité de faire de nouveaux progrès dans les liens bilatéraux. Et pour finir ce journal, direction le musée des arts décoratifs de Paris pour parler d'un personnage qui connaît un succès qui dépasse les frontières et les époques. Il s'agit de l'exposition À la rencontre du Petit Prince, entretien avec Anne Monnier-Van Rieb, commissaire de l'exposition. Une exposition exceptionnelle a ouvert ses portes au musée des arts décoratifs à Paris sur Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry a écrit le livre à New York durant la guerre. Du 17 février au 26 juin 2022, À la rencontre du Petit Prince présentera pour la première fois en France le manuscrit original.
C'est une exposition véritablement événement. On a un très grand nombre de pièces, donc on a quasiment 650 pièces qui viennent de partout dans le monde. Et ça a été un travail assez titanesque de rassembler toutes ces œuvres et de pouvoir les exposer au musée. C'est une exposition qui m'a pris un peu plus de 2 ans à organiser, ce qui est en fait finalement pas si long que ça pour une exposition avec autant de choses. C'est aussi parce que tous les prêteurs, toutes les institutions ont participé à ce projet et ont été très bienveillants. Par exemple, la Morgan Library and Museum à New York, d'où vient le fameux manuscrit du Petit Prince, a tout de suite participé au projet, a compris l'importance de nous prêter cette œuvre inestimable pour le public français. Donc avec eux, on a pu avancer très vite. La particularité de cette exposition, c'est de montrer énormément de pièces, mais aussi de montrer une grande variété d'œuvres. Donc on va retrouver des livres, forcément, c'est une exposition sur un grand auteur, mais on va aussi retrouver des dessins, des photographies, des films, des objets, et c'est ça qui fait vraiment l'originalité de l'exposition, c'est d'explorer toutes les facettes de l'auteur avec toute une typologie d'œuvres très différentes. Et c'est ça aussi qu'on montre au Musée des Arts Décoratifs. On montre la machine à écrire de Saint-Exupéry, mais on montre aussi des aquarelles très délicates. C'est une exposition qui est très riche en documents. Je ne pensais pas voir tant de documents, de dessins et puis de pièces d'archives qui sont passionnantes au niveau de son épopée, de l'aviation, et puis de la relation qu'il avait avec sa famille. Le but de l'exposition, c'est vraiment d'aller à la rencontre du Petit Prince et en fait d'aller derrière le mythe. Le Petit Prince est devenu un livre connu dans le monde entier, c'est l'un des livres les plus vendus au monde, les plus lus au monde. Moi, j'avais envie de montrer au public ce qui se cache un petit peu derrière. Et en fait, ce qui se cache derrière le Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Donc ensemble, dans l'exposition, on va parcourir la vie et l'œuvre de l'auteur. On va vraiment être accompagné aussi par l'auteur, par des photographies, par des citations. Et on va comprendre en fait comment tous les éléments du Petit Prince sont déjà dans les autres œuvres de Saint-Exupéry, dans ses dessins, et comment finalement le Petit Prince, c'est une œuvre qui l'a accompagné pendant toute sa vie jusqu'au moment de sa parution. C'est intéressant, c'est très exhaustif. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de documents, donc on peut comprendre vraiment la vie de Saint-Exupéry et comment a mûri dans sa tête cette histoire de Petit Prince. On voit qu'il y a une multitude de dessins préparatoires, donc il a mis beaucoup de temps à faire simple, à faire quelque chose de limpide, et ce qui fait que la planète entière le comprend. Dans l'exposition, on voit vraiment le processus créatif de Saint-Exupéry et notamment ici, on a 2 versions de la première page du Petit Prince. Donc on a la version presque définitive qui est celle qui est conservée à la Morgan Library à New York, où on voit bien déjà le texte, le dessin, la façon dont il a pensé les deux en même temps. En fait, Saint-Exupéry n'a pas illustré son texte, il a pensé le Petit Prince avec les mots et avec les dessins. Et on voit aussi des petits repentirs. Là, il a redessiné le serpent en train de manger l'éléphant parce que la première version ne ressemblait pas assez à un chapeau, parce que justement les grandes personnes pensent que c'est un chapeau. Donc on voit comme ça, c'est la façon dont il a gommé, on voit les petites ratures, etc. sur la page. Et puis on a un état encore plus ancien de cette page-là, avec des phrases qui ne sont plus du tout dans le Petit Prince. Par exemple, il parle de dessiner un bateau qui ressemble à une patate. Donc on est un peu dans la même idée de dessiner un serpent mangeant un éléphant, mais qui ressemble à un chapeau. Là, on a cette même idée de ne pas savoir très bien dessiner, évoquée avec un autre dessin qui lui a disparu du livre final. C'est une histoire que j'aime. Il y a beaucoup de dessins drôles. Et c'est une histoire que j'écoutais depuis que j'étais petit.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du manuscrit et de l'importance d'exposer le manuscrit du Petit Prince conservé à New York en France pour la première fois. Mais en fait, le Petit Prince, c'est pas vraiment une histoire française ou une histoire américaine, c'est vraiment une histoire mondiale. Aujourd'hui, le Petit Prince a une résonance véritablement universelle. Toutes les traductions, donc 498 langues et dialectes, ça montre aussi que le Petit Prince parle à toutes les langues et toutes les cultures. Moi, je pense que c'est parce que son message, finalement, est très simple. C'est un message d'aller vers les autres. C'est un message de découvrir les autres êtres humains et en fait c'est ce que Saint-Exupéry écrit dans tous ses livres, mais va écrire de façon beaucoup plus accessible dans Le Petit Prince. Ce message, il était vraiment nécessaire après la Seconde Guerre mondiale, donc Le Petit Prince a eu beaucoup de succès et aujourd'hui il y a une véritable transmission qui se fait entre les grands-parents, les enfants et ça explique aussi pourquoi Le Petit Prince nous touche en fait au-delà du texte parce que c'est aussi un lien avec ses propres racines. C'est l'humain, c'est le début de la vie, c'est l'essence même de la vie et c'est la notion d'une planète. Aujourd'hui, on découvre un petit peu qu'on est une planète, qu'il faut la préserver. Mais lorsqu'on regarde Le Petit Prince, lui, il avait déjà compris, Saint-Exupéry, que la planète, elle était petite et qu'il fallait en prendre soin comme d'un bijou avec des yeux d'enfant. Et voilà pourquoi j'ai amené ma petite fille voir Le Petit Prince. Je me trouve actuellement dans une pièce symbolique de l'exposition. Il s'agit de la Bibliothèque universelle. C'est une pièce qui regroupe plus d'une centaine d'ouvrages du Petit Prince, traduits en différentes langues et dialectes. Ici, par exemple, vous pouvez voir le chinois mandarin, car en effet, Le Petit Prince est un ouvrage qui connaît un succès mondial. Il a été traduit en tout en 498 langues et dialectes, et il s'en est vendu plus de 200 millions d'exemplaires. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.